Dear Rupert, I cannot think of a more singular friend. No one will understand this friendship. Eh bien, je crois qu'il s'est planté. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce vlog où nous allons parler du nouveau film réalisé par Xavier Dolan, un réalisateur que j'admire particulièrement. Xavier Dolan, un réalisateur que j'admire particulièrement. Xavier Dolan, un réalisateur que j'admire particulièrement. Oui. Xavier Dolan, un réalisateur que j'admire particulièrement. Oh my! Xavier Dolan, un réalisateur que j'admire particulièrement parce qu'il est un peu tout ce que je ne suis pas. C'est-à-dire qu'il est beau, il est brillant, et lui au moins il a les couilles d'aller derrière une caméra pour faire un film. Et il revient donc avec Ma vie avec John F. Donovan, qui déjà est un très mauvais titre. Je vais commencer par là ma litanie de critiques sur ce film. Parce que j'ai pas grand chose de positif à en tirer, je vous l'avoue. Mais alors le titre d'origine, The Life and Death of John F. Donovan, a 1000 fois plus de sens que Ma vie avec John F. Donovan, parce que c'est effectivement la vie et la mort de John F. Donovan, mais elle est partagée par personne, donc personne ne peut venir dire Ma vie avec John F. Donovan. La relation entre Turner, Rupert Turner, le personnage un des personnages du film, et John F. Donovan, elle est épistolaire, il n'a pas vécu avec lui. Donc c'est pas Ma vie avec. Déjà à la base j'ai un problème avec le titre. Mais alors donc il revient avec ce film qui nous raconte l'histoire de John F. Donovan, un acteur extrêmement connu dans les années 90, un acteur de série télé qui était très populaire et qui était sur sa lancée, et qui a été foudroyé au sommet, enfin sur le chemin de son ascension par la révélation par son outing, par la révélation de son homosexualité, qui s'est suivi peu de jours après par sa mort. Dans des circonstances particulières, on sait pas trop si c'est un suicide, si c'est autre chose. Bref, ça c'est l'histoire de base. Et vient le problème, c'est que cette histoire de base est donc encadrée par l'histoire de Rupert Turner, un jeune garçon qui, de l'âge de 7-8 ans à 11 ans, a entretenu une relation épistolaire avec John F. Donovan alors qu'il était acteur célèbre, qui commençait à être super connu et qu'il était dans sa série avec succès, là je sais plus comment ça s'appelle, Hellmore High ou un truc dans ce genre là, ou Hell High School, ou enfin je sais plus, truc de teenager. Et avec des pouvoirs magiques aussi à l'intérieur. Et c'est le premier truc, c'est que tu sens que le personnage est là pour du coup faire un écho à Donovan et qu'il est censé apprendre quelque chose de l'histoire de Donovan. Mais en fait, comme déjà tu partages l'histoire entre ces deux personnages, ils sont tous les deux d'office trop survolés pour que tu puisses vraiment rentrer dans la vie de l'un ou de l'autre en fait, et vraiment partager leurs problèmes, leurs chagrins ou leurs joies ou tout ce qui peut leur arriver. Je dirais d'ailleurs que celui dont j'étais le plus proche au final, c'était Rupert, pas vraiment John F. Donovan. Et ça révèle le problème principal de ce film. Ce film a passé 2 ans sur le banc de montage. Pas sur un banc de montage, sur un ordinateur, parce qu'on n'a plus de banc de montage. Le banc de montage, c'était vraiment le truc où tu mettais la pellicule, quoi, tes bobines de pellicule, et tu coupais, tu avais un écran pour visionner les trucs, etc. Ça n'existe plus. Il s'est monté sur ordinateur, il l'a monté pendant 2 ans. Ça se fait pas de monter un film pendant 2 ans. Un des derniers mecs, je crois, dans l'histoire du cinéma qui a mis autant de temps, ou presque autant de temps à monter un film, c'est Coppola quand il a fait Apocalypse Now. C'est un peu particulier, quoi. Un réalisateur qui met 2 ans à monter son film, il y a un truc qui est space. Et ce qui est space, c'est que, clairement, il en a trop fait avec ce film. Le montage de base faisait 4 heures. Ce qui arrive, alors faut que vous sachiez un truc, parce que ça arrive très souvent qu'il y ait des gens qui disent ouais, le montage à la base faisait 2h30, 3 heures, et puis ils ont coupé telle scène, et du coup je trouve qu'il y a moins de trucs importants, etc. Ça arrive dans tous les films. Tous les films, à la base, au tout début, ont un premier montage qu'on appelle l'ours, qui est juste les scènes telles qu'elles ont été mises dans le script, telles qu'elles ont été tournées, avec exactement le rythme du tournage, etc., mis bout à bout, et généralement, ça fait entre 2h30 et 3h30. Voire 4 heures, quand le film est vraiment très très long. Ça arrive presque tout le temps dans tous les films, c'est comme ça fait partie un peu de la base de l'écriture. Mais là, quand tu vois du coup ce qu'il a viré et ce qui est resté dedans, et certains problèmes du film, tu sens que il s'est fait dépasser par son problème, et je suis navré, mais il a un peu pris tous les mauvais choix. Parce que, par exemple, à cause de ce remontage intensif, il y a un personnage qui a disparu du film, qui était joué par Jessica Chastain. Alors déjà, quand tu reviens à couper Jessica Chastain de ton film, quand même, c'est que t'as un truc qui est particulier, mais il a quand même été obligé de couper ce personnage qui était secondaire ou tertiaire dans son histoire, et de la retirer totalement. Et tu te dis, retirer un personnage entier, pour à la place mettre, par exemple,
un encadrement de ce double récit, qui est le récit de Rupert Turner, adulte, qui rencontre une journaliste, qui l'interviewe à propos du livre qu'il vient de faire sur les lettres qu'il a échangées avec John F. Donovan. L'exacte structure scénaristique de Laurence Anyways. Mais quand je dis exacte structure scénaristique, je dis exacte structure scénaristique. Ça commence avec la journaliste qui débarque à moitié en retard, et pas contente du tout, et qui a pas envie d'interviewer le mec, et qui trouve que c'est un con, et qui trouve que le bouquin il est nul, etc., et qu'il a même pas lu d'ailleurs, qui sort son vieux magnétophone, mais le vieux magnétophone à cassette, le vieux Golgoth, quoi, des années 90, pour enregistrer le truc, à chaque fois noté par la personne interviewée, qui était Laurence Alia dans Laurence Anyways, et qui là est Rupert Turner, qui fait, quand même, vieux magnétophone. Et moi, du coup, dans la salle, je fais, oui, la scène de Laurence Anyways. Et qui, petit à petit, va apprendre ce qui est arrivé à John F. Donovan, et va trouver que c'est extraordinaire, que c'est magnifique de liberté et d'affirmation de soi, etc. Et donc va être gagné du côté de la personne qui a l'interview à la fin de l'interview, quoi. Le regard de la journaliste à la fin, j'ai fait mais enfin pardon, l'interview elle se déroule bien dans les années 2010 et quelques là. Enfin t'as pas l'impression que tu surjoues un petit peu la réaction de la journaliste là avec ta réaction. Avec donc exactement cette même progression de la journaliste qui supporte pas le mec et qui au final est sa partisane. Sauf que cette explication avait infiniment plus de sens dans Laurence Anyways, l'histoire de Laurence Alia que personne ne connaît. C'était une autrice, une écrivaine de livres. Enfin, personne vraiment s'était intéressé à sa vie, et à la limite on avait lu ses bouquins, mais sa biographie elle n'existait pas trop, quoi. Donc évidemment que la journaliste, quand elle vient, elle découvre l'histoire de Laurence Alia et elle trouve ça génial. Là on est donc sur l'histoire d'une nana donc qui est journaliste, apparemment journaliste, extrêmement douée parce qu'elle est sur tous les papiers, sur les reportages de guerre, les machins genre là, les problèmes de crimes contre l'humanité et tout ce qui s'ensuit. Elle est noire et elle comprend pas en quoi c'est difficile de devoir cacher que t'es homosexuel dans le star system américain. Elle trouve que c'est un problème de riches. Et surtout, elle est pas au courant. Un acteur vedette des années 90, mort dans des circonstances étranges dans sa chambre, dont on a révélé partout à la télé qu'il avait eu une relation épistolaire avec un gamin de 11 ans, exactement au moment où on raconte qu'il est homosexuel également, donc sympa quand même le truc. La meuf ne s'en souvient pas, apprend toute l'histoire avec le mec et est convaincue à la fin seulement qu'effectivement ça doit être compliqué de vivre toute sa vie dans le placard. Qu'est-ce que t'as fait, Xavier? Qu'est-ce que t'as fait? C'est dans le choix, est-ce que je garde Jessica Chastain ou l'interview que j'ai déjà fait dans Laurence Anyways? Tu gardes Jessica Chastain, pas l'interview. Enfin, c'est quoi ce truc? Pareil, il y a un truc que j'ai pas compris dans le montage. À un moment du film, il y a un personnage qui vient offrir quelques conseils et quelques mots de sagesse au personnage de John F. Donovan. Ce personnage est joué par Michael Gambon. Alors pour l'anecdote, si vous n'êtes pas au courant, Xavier Dolan, quand il était donc jeune enfant star et jeune enfant acteur, ce qui est clairement ce dont il essaie de nous parler avec ce film, était la voix québécoise de doublage de Ron Weasley dans Harry Potter. Donc le mec fait jouer Dumbledore dans son premier film anglais. Vous voyez le symbole. D'ailleurs, je crois que c'est pour ça qu'il s'est complètement fait dépasser par son film. C'est son premier film en langue anglaise, donc c'est son premier film vraiment international, et je crois qu'il a vraiment voulu essayer de marquer le coup, et il a voulu trop en mettre, et au final, il s'est perdu dans le truc. Mais donc du coup, le personnage de Michael Gambon vient lui parler dans une cuisine de fast-food, où il est en train de manger, et tu comprends pas ce qu'il fait là, tu comprends pas qui c'est, tu comprends pas ce qu'il vient faire dans la vie, tu comprends pas pourquoi d'un seul coup, ce mec qui sort de nulle part vient donner quelques conseils de vie à John F. Donovan. Et le truc, c'est que je viens d'aller voir du coup là le casting, et Michael Gambon est crédité en tant que le narrateur. Il n'y a pas de narration faite par Michael Gambon pendant le film. Et du coup, je comprends encore moins la scène, quoi. C'est-à-dire que quand je voyais la scène déjà à la base, je la trouvais très étrange, mais alors en plus, quand tu sais que le personnage qui est dans la scène est censé s'appeler le narrateur, tu dis, le narrateur de quoi? De qui? Donc le narrateur de l'histoire, mais il a jamais narré l'histoire, c'est quoi ce délire? Et je crois donc que dans une des versions quelconques du script, il devait y avoir une narration faite par Michael Gambon au-dessus du truc. Mais qu'elle a été virée et elle est partie, quoi, au final quelque part dans le montage. Et donc cette scène-là, au final, n'a plus beaucoup de sens. La scène où d'un seul coup, t'as John F. Donovan qui a un inconnu total qui vient lui parler dans une cuisine et lui donner quelques conseils de vie que, a priori, tout le monde doit avoir, enfin... Tu sais pas ce qu'il vient foutre là. Et donc il y a tout un tas de trucs comme ça où tu sens que le film est censé être lourd et qu'il a essayé de le dégrossir et que le film, au final, est
toujours aussi lourd, et sauf qu'il a dégrossi tout ce qui permettait vraiment de rentrer dedans, je pense. Donc c'est assez space, quoi, et tu sens vraiment que le truc est lourdingue. J'ai oublié, il y a un double encadrement du récit. Parce qu'en plus d'être encadré par l'interview de Rupert Turner adulte et de la journaliste, il est également encadré, enfin, le film démarre, et donc il y a un peu une boucle, avec une scène qui se situe très peu de temps avant l'annonce du sort de John F. Donovan, qui donc nous vend la fin du film dès la première scène, en fait. Mais qui donc aussi ouvre le film avant que le film soit ouvert, et qui donc encadre, en plus, au-dessus de l'interview de la journaliste, le truc, quoi. Et avant même ça, c'est ça, il y a vraiment beaucoup de... Avant même de démarrer avec cette scène dans le passé, on démarre avec une scène où quelqu'un dont on ne voit pas le visage et qui reste dans le flou pendant tout le plan, débarque chez John F. Donovan et le trouve mort. Et tu fais... Il y a vraiment besoin de 5 étapes pour rentrer dans ton film, ou 4, de 5 étapes, de 4 ou 5 étapes pour rentrer dans ton film. T'as vraiment l'impression que c'est le plus simple, le plus expressif, le plus utile, le plus... Et alors, le truc, c'est que donc ça, c'est les problèmes de montage, les mauvaises décisions, les mauvais choix. Alors maintenant, il y a ce qui reste, ce qui a été choisi et ce qui a été mis dedans. Et je le comprends pas non plus. Les 3 quarts du temps, par exemple, je comprends pas les dialogues et comment les dialogues s'enchaînent. Et il y a des trucs, du coup, qui ont plus aucune pertinence et tu comprends pas trop ce qu'ils foutent dans le film, en fait. Il y a beaucoup de problèmes de relation entre John F. Donovan et sa mère, par exemple. Tu sais pas vraiment d'où ils sortent. À un moment du film, on te parle de son alcoolisme et du fait qu'elle picole beaucoup. Et ça ne revient jamais, ça n'a aucun impact, c'est pas traité, c'est pas résolu, c'est pas établi par rapport à avant, c'est juste, c'est là, quoi, et ça débarque. Et donc t'as des scènes comme ça de famille où le mec débarque et t'as des engueulades et t'as vraiment pas beaucoup d'idées de ce qui motive un peu tout ça et de comment des personnes qui sont aussi proches de lui pourraient dire des choses pareilles. Tu comprends pas ce que fait la mère. J'arrive pas à savoir si la mère est au courant de certaines choses et qu'elle essaye de les vendre ou est-ce qu'au contraire elle est pas du tout au courant. Et je veux dire, même si je savais ce qui se passait, je m'en fous. Je m'en fous un petit peu de savoir quelle est la relation de famille entre John F. Donovan et sa mère quand on est en train de me parler du problème de la gestion de sa vie privée par rapport à son homosexualité et tout le reste. Enfin, qui d'ailleurs finalement est pas si abordé que ça au final. Il y a quelques discussions à certains moments précis, mais c'est pas vraiment abordé. Donc du coup, tu comprends pas vraiment le délire de la mère, tu comprends pas vraiment d'autres délires par rapport à d'autres mères. Enfin, il y a un moment où il y a la prof de Rupert. Je vais vous donner cet exemple-là parce que c'est un exemple qui révèle pas forcément beaucoup de l'histoire, mais qui va vraiment vous montrer quel est mon reproche par rapport à ces dialogues. La prof de l'école vient pour dire à la mère du gamin que le gamin a fugué et n'est pas venu pendant un cours. Et en fait, pendant toute la scène, t'as l'impression que la prof veut dire quelque chose, qu'il a quelque chose sur le bout de la langue, mais t'arrives pas à voir ce que la conversation est censée amener en fait comme débat ou comme idée. Et en fait, d'un seul coup, alors qu'elle devait partir, la prof se retourne et fait « Mais vous savez, votre fils, il est exceptionnel et il est particulier, etc. D'ailleurs, j'ai sa rédaction dans mon sac, là, sur moi, qu'il a écrit il y a 2 semaines, mais je l'ai sur moi, là, au cas où, si vous voulez la lire ou un truc dans ce genre-là. » Et tu fais « Mais d'où ça sort? D'où cette conversation est partie de ce point A pour arriver au point Z, directement, et d'où t'as la feuille sur toi pour prouver un truc à la mère, et d'où tu machin. » Et en fait, tout me semble complètement artificiel comme ça dans les scènes, dans les relations, dans les dialogues, probablement parce qu'il en a coupé des parties intéressantes. Mais grosso modo, je trouve que tout, du coup, fait très superficiel et faux, en fait. Et mal abordé, et mal développé, et mal traité, au final. On finit quand même par recevoir la leçon de base, hein. C'est compliqué de vivre ta vie privée quand t'es une personne publique. Mais à part ça, c'est laborieux, quoi. Limite, tu le comprends parce que tu vois que le film reprend des choses que t'as déjà vues dans d'autres films. Mais le film lui-même l'a mal expliqué, en fait, ou l'a mal montré, ou l'a mal démontré. Pareil, dans tous les trucs qu'il a suggéré et qu'il a pas trop développé, tu comprends qu'il a des maladies en plus, John F. Donovan, il a un appareil auditif à un moment qui débarque et tu t'es même pas rendu compte avant qu'il avait des problèmes d'audition et tu fais ah, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, ce globi-boulga d'histoire qui se mélange et t'as toujours des petits détails qui ressortent par-ci par-là, mais tu fais, ouais, mais c'est quoi le mélange? C'est quoi le but? Je dois avoir une saveur unie à la fin ou je suis vraiment censé avoir un patchwork en principe? Et sur Rupert, c'est pareil, parce que on te raconte son enfance et ce qui se passe avec sa mère et au final, t'as pas l'impression que ce soit si lié que ça avec la vie de John F. Donovan, même si c'est son idole. Et que le gamin est acteur aussi, enfin t'as pas l'impression que ce soit exactement, enfin, que la vie de John apprenne quelque chose à Rupert sur sa vie à lui.
Et alors le truc qui est particulièrement mal géré, c'est on le harcèle à l'école en le traitant de lopette et d'homosexuel, etc. Et en fait, bah il fait rien de spécial pour justifier ça. C'est juste il est acteur. Et alors je sais pas, enfin apparemment il s'est fait emmerder par ses camarades à l'école, Xavier Dolan, pour être un enfant acteur. Enfin pour moi c'est cool d'être un enfant acteur. T'es un enfant acteur, t'es la vedette de la cour de récré plutôt. Mais apparemment non, pour lui tu te fais martyriser quand t'es un enfant acteur et tu te fais traiter d'homosexuel. On a montré que c'était là et que ça existait. C'est à peu près tout. Le rapport du gamin qui se fait harceler à l'école par rapport à la leçon de la vie publique et la vie la vie privée quand t'es une personne publique et tout le bordel. Donc du coup, pourquoi est-ce qu'on a parlé de ça par rapport à la vie du gamin? Je sais même pas. Alors c'est bien quelque part parce que c'est du vrai background en dehors de l'intrigue principale. Mais en fait, j'ai l'impression qu'il y a plus de background que d'intrigue principale au final, quoi. Et que l'intrigue principale, du coup, est presque secondaire. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a pas beaucoup dans les films américains. On a souvent beaucoup plus d'histoire que de background. Mais là, j'ai l'impression qu'on a beaucoup plus de background que d'histoire. Et c'est pas très utile, tout ce background, quoi. Ça n'apporte pas grand-chose. C'est du background pour le plaisir de faire du background, presque. Et pour le plaisir, évidemment, de recopier tous les clichés habituels de Xavier Dolan, homosexualité, rapport à la mère, etc., etc. Il y a toute une scène par rapport à l'agent de John F. Donovan. La meuf qui a 2 scènes dans tout le film, qui n'a presque jamais eu une réplique, alors qu'elle est quand même jouée par... Merde, comment elle s'appelle? Je savais que son nom allait me sortir de la tête. Kathy Bates. La fameuse Misery. Enfin, la fan de Misery. Et... Elle a, ouais, 2 scènes. Dans les 2 scènes, elle est juste agent, elle est là avec ses lunettes, sa super coiffure, ses grosses boucles d'oreilles, etc. Et c'est ses tenues chic, etc. T'as l'impression que c'est un peu l'agent de base, quoi. Et donc, après que on ait révélé à la fois les paparazzades autour de l'homosexualité de John F. Donovan et sa relation épistolaire avec un gamin, la meuf le vire. Parce qu'il a pas été honnête. Et tu fais, mais t'étais pas censé être au courant déjà à la base. Et de 2, tu trouves vraiment étrange qu'un acteur dont on vient de faire le coming out forcé nie avoir eu une relation épistolaire avec un enfant masculin de 11 ans. Tu trouves ça surprenant, tu trouves ça mal. Je veux dire, à la limite, elle pourrait lui dire, écris une lettre au gamin pour au moins lui dire, non, effectivement, je t'ai pas oublié, mais juste, je peux pas dire officiellement qu'on parle, parce que avec les regards qu'on me jette actuellement, ce sera scruté, ce sera déformé, et tout le monde va trouver un truc dégueulasse derrière notre relation qui, en principe, n'a rien de particulier, quoi. T'es mon confident, c'est tout. Et donc du coup voilà, cet agent, je comprends pas sa personnalité, je comprends pas ce qu'elle devait faire dans le film. J'avais l'impression qu'elle incarnait tout l'inverse de ce qu'elle fait dans la scène où finalement elle a enfin un dialogue. Je trouve que ça marche pas. Ça ne marche pas. Tout court, ça ne marche pas. Sur beaucoup de points. En dehors de vraiment juste le côté ma vie privée c'est compliqué à gérer parce que j'ai quelque chose à cacher, je trouve que ça marche pas du tout. Et pour finir sur ce qui fait faux et ce qui est en trop, sur ce qui fait faux, je sais pas comment était Xavier Dolan quand il était enfant, mais si mon enfant était ce que joue Jacob Tremblay, donc qui joue le gamin Rupert Turner enfant, devant la télé, personnellement, je l'aurais envoyé dans un hôpital où je lui aurais donné des médocs ou un truc genre là. Enfin, j'ai jamais vu un gamin voir le générique de sa série télé arriver à l'écran et faire Aaah! Mais d'un seul coup, je comprends beaucoup plus la fin des Amours imaginaires, cela dit. Je suis vraiment content. Cette merde d'amour imaginaire qui était vraiment son film de frustré, de homosexuel frustré que de tomber amoureux d'hétéro. Ce que je comprends également, Xavier. Mais ton film était chiant. Les amours imaginaires étaient nuls. Et je vais faire la transition maintenant vers la technique. Xavier Dolan a, pour la première fois essayé au ratio cinémascope. Donc le ratio 2:35. Et il s'est un petit peu planté. J'ai l'impression qu'en fait il a fait des cadres en 16/9 et qu'ensuite il les a recoupés. Et c'est tout. Parce que t'as vraiment l'impression que c'est uniquement des gros plans, alors que il fait beaucoup de gros plans Xavier Dolan, mais jusque-là il fait des gros plans en 16/9 ou en 1/1 par exemple, ou en 1/33 dans Lost Anyways. Le film se déroule dans 4 villes différentes. Il se déroule à New York, à Los Angeles,
à Londres et à Prague. Prague, c'est là où a lieu, enfin c'est carrément anecdotique, c'est là où a lieu l'interview en fait entre Rupert et la journaliste. Tu sais pas pourquoi d'ailleurs, il se retrouve d'un seul coup à Prague. Je crois qu'il est en tournage sur un truc, le mec. C'est illustré par quelque chose qui n'était pas très présent jusque-là dans les films de Xavier Dolan, des plans zénithaux sur la ville. Sauf que ça sert absolument à rien. Que ça se déroule à New York, à Londres, à Los Angeles ou à Prague, de toute façon, on est enfermé avec maximum 4 personnes dans une pièce, comme il est en scope, et qui fait presque que des gros plans, et bah tu vois presque jamais le décor. Donc que tu sois dans un décor qui est à New York, à Los Angeles, à Prague ou à Londres, et bah en fait tu vois pas la différence parce que c'est flou. Et tu vois juste le personnage en gros plan. J'ai quelques personnes qui m'avaient parlé de ça, qui m'avaient envoyé des messages en disant mais c'est habituel pour Xavier Dolan de faire autant de gros plans, et je m'étais dit qu'est-ce qu'ils ont, enfin pourquoi est-ce que... Et j'ai vu le film, j'ai fait... Alors effectivement, ça fait au moins 15 minutes et je n'ai vu que des gros plans jusque-là, en fait. c'est assez space, et tu te dis mais si tu sais que tu vas faire que des gros plans, pourquoi te faire chier à aller tourner en décor réel dans 4 villes différentes? Enfin Balek, mec, Balek, on sent Balek complètement. C'est... Je comprends pas la décision, quoi. Et donc oui, du coup, c'est très intimiste. On est beaucoup avec les personnages et très proche des personnages, mais on voit rien d'autre, quoi. On voit rien d'autre que les personnages. Un petit peu de décor extérieur de temps en temps, mais c'est tout, quoi. Et généralement, c'est flou. Donc pareil, cette surcharge de décors et de lieux, et je dis vraiment surcharge parce que il a vraiment été tourné là-bas, quoi. Il a été tourné à Prague, il a été tourné quelques scènes à Montréal aussi parce que Montréal fait une très bonne doublure pour New York, mais il a été tourné à Los Angeles. Et ça n'a servi à rien, c'était du pognon gâché, quoi, pour rien du tout. C'est peut-être obligatoire pour la production. Il fallait peut-être obligatoirement qu'il tourne quelque part sur le territoire des États-Unis. Mais, enfin, ça passe pas, quoi. Ça passe pas du tout comme effet. Donc oui, du coup, pour aller dans la technique, beaucoup de gros plans, beaucoup d'inserts également sur les objets. C'est-à-dire que je m'étais dit quand même que du coup, bah, s'il fait autre chose que filmer des personnages qui parlent, on va peut-être avoir autre chose que... Non, on fait un insert sur un objet, c'est ma petite fiche, ça. Mais tu fais un insert sur l'objet de sa main, et presque en flou, et presque de dos, donc comme ça, quoi. Pas un truc où tu vois ce qui se passe, mais de dos, pas comme ça, mais comme ça. Enfin... donc vraiment beaucoup de gros plans, un énorme travail du gros plan et tu sais pas trop pourquoi. Et alors il y a un moment où c'est particulier, c'est il ajoute donc le fait de filmer avec des gros plans et à un moment il fait un 3/4 d'eau. Et là tu dis quand même mec, tu fais exprès de rien filmer ou quoi? Donc je vous résume, hein. Donc ça c'est un face, ça c'est un profil, ça c'est un 3/4. Lui il fait un 3/4 d'eau. C'est pratique, hein, pour suivre ce que dit le personnage. Mais quelque part, c'est intime. C'est un moment où c'est la mère de Rupert qui est en train de parler à Rupert, et on a un champ contre champ. Et en fait, au lieu de faire un champ contre champ qui change d'angle, pour filmer bien de 3/4 les visages de chacun des personnages, il a fait en fait le champ contre champ depuis le même angle. C'est-à-dire qu'il est resté au même endroit, il a fait un gros plan sur le gamin, et ensuite il a décalé son gros plan pour que ça fasse le 3/4 d'eau de Nathalie Portman, et qu'on voit juste légèrement ses yeux. Et quelque part, ça, pour le coup, ça a un sens de mise en scène, parce que ça, pour le coup, ça retranscrit une certaine intimité. Les personnages sont là pour se parler entre eux, et limite, le spectateur est intrusif quand il est dans cette scène-là, à regarder ce qui se passe. Donc on le met un petit peu en dehors de la scène avec ce 3/4 d'eau. Pour le personnage de la mère, alors que Jacob, lui, est en 3/4 de face. Jacob Tremblay, c'est pour ça que je l'appelle Jacob. Et de 3/4 face dans le truc. Oh, d'ailleurs, il y a plein de symbolisme par rapport à sa carrière. Bon, déjà, tous les acteurs lui ressemblent. Kit Harington, c'est pareil, il lui ressemble beaucoup. L'autre, comment il s'appelle, qui joue la version adulte, Ben Schneider, pareil, il ressemble beaucoup à Xavier Dolan. Et en fait, Xavier Dolan, en plus d'avoir fait le doublage de Ron Weasley, faisait aussi le doublage de Jacob dans Twilight. Et du coup, qu'il ait engagé un acteur qui s'appelle Jacob, ça me fait marrer. Mais bon, c'est Jacob Tremblay, c'est le meilleur acteur enfant canadien actuel. Mais voilà, quoi. Et ouais, je vous dis, il est pas... je suis navré, je suis en train de faire un aparté, mais le gamin, il est trop artificiel, en fait. Les dialogues qu'il lui a donnés, c'est un peu pas crédible du tout, quoi. C'est sa mère a caché un truc qui lui était destiné. Il la regarde et lui fait et donc le fait de me la cacher était irrépressible. Et un gamin de 11 ans qui fait et l'idée de me le cacher était irrépressible. Pourtant, c'est probablement le genre de truc que j'aurais sorti à 11 ans, mais je sais pas, ça fait bizarre vu comme ça. Enfin, il est trop lettré, ce gamin. Et alors d'ailleurs, pour finir vite fait sur le cast, il a pris Chris Zilka pour jouer quelqu'un.
un copain de quelqu'un, et ça me fait marrer parce que Chris Zylka, c'est le mec qui jouait Thor dans Kaboom de Greg Araki, dont j'ai parlé aussi dans un de mes Pourquoi j'ai raison j'avais tort, si vous avez envie d'aller le voir. Mais du coup, t'as l'impression que c'est ouais, je t'ai vu, j'ai un peu fantasmé sur toi et ensuite je t'ai engagé, ce qu'il a probablement également fait pour Kit Harington, qu'il a réussi à foutre torse-poil à un moment ou à un autre dans le film, parce qu'évidemment, il y a une scène de boîte de nuit, comme dans tous les films de Xavier Dolan. Mais donc ouais, c'est marrant de voir ce genre de petits trucs de casting. Et vite fait, au niveau de leur performance, je trouve que Jacob Tremblay et Nathalie Portman, tous les deux, qui jouent justement la mère et le fils, sont... Le fils a hérité du jeu de la mère, et le jeu de la mère était pas terrible. Et pourtant c'est Nathalie Portman, hein, mais de toute façon je trouve qu'elle devient nulle, Nathalie Portman, ces derniers temps. À chaque fois que je la vois dans un film, je trouve son jeu baisse à chaque fois. Annihilation, c'était pareil, et là c'est la même chose. Je trouve qu'elle est pilote automatique, quoi. Elle fait pas grand chose, l'effort minimum. Voilà, ça c'était vite fait pour aller sur le casting. Maintenant on va revenir vite fait à la technique, pour parler un petit peu de ce qui fait de neuf, mais je vais aussi finir sur ce que je comprends pas. Parce que, bon alors vite fait sur un truc que je comprends, comme ça je vais finir avec sur un truc que je comprends pas. Comme ça se passe dans les années 90, il met des synthés, donc des synthés c'est des textes, les textes qu'on rajoute sur les films, mais il fait des synthés très années 90, c'est-à-dire que ce style écriture au feutre et à la main. Parce que c'était très courant dans les années 90, on venait un peu de trouver les polices d'écriture et les astuces de montage analogiques qui permettent de rajouter du texte comme ça au-dessus et de faire des trucs un petit peu plus graphiques et intéressants. Et donc on mettait beaucoup de trucs qui étaient soi-disant écrits au papier ou écrits au crayon en générique. Et il fait ça du coup pour le générique de son film à lui, qui commence avec un plan sur sur l'Hudson River et qui relève sur New York, je crois, un truc dans ce genre-là. Ou alors on est déjà à Los Angeles, je sais pas. Enfin, une caméra qui se relève. Bref, 13 années 90 du coup sur le panorama de la ville. Et alors le truc que j'ai pas compris aussi, c'est que à plusieurs reprises dans le film, on va avoir des fondus au noir, ce qui est assez habituel comme technique de cinéma. Ce qui est pas habituel, c'est de les faire en iris. Et là, en fait, il fait plusieurs ouvertures de fondus plusieurs fermetures ou ouvertures de fondus par iris, très déformé et très bizarre. Genre, c'est un iris nuageux et à moitié rectangulaire plus que rond, et ça s'étend comme ça bizarrement sur le long du truc, et je sais pas à quoi ça sert. Ça arrive pas à des lieux de l'histoire qui soient particulièrement marquants. C'est possible que ça arrive à des lieux qui concernent en particulier l'homosexualité, parce que je crois qu'il y a un des fondus qui arrive quand un des personnages se fait casser la gueule parce qu'il est homosexuel. Et juste après ça, on a ce fondu à l'iris, mais je suis pas sûr que les autres ouvertures à l'iris ou les autres fondus à l'iris soient liés spécifiquement à l'homosexualité. Donc je sais pas exactement ce qu'ils foutent là. Je crois que c'est juste un effet de style, pur et simple. Et je ne sais pas je trouve ça inutile. Lié à la mise en scène et à la dose de surcharge, j'ai l'impression qu'il y a des hommages. Toutes les scènes qui se déroulent pendant la séquence d'interview entre Rupert et la journaliste, je suis presque sûr qu'à chaque une de ces scènes, il y a une musique d'un film extrêmement connu. Il y a notamment le Danube bleu de 2001 de l'espace dans la toute première scène, je crois. Et dans une scène suivante, il y a une musique qui fait encore plus ancienne à la limite, qui fait genre vieux film noir et blanc ou un truc genre là. Je sais pas exactement d'où elle vient. Mais j'ai l'impression que c'est un truc comme ça qu'il a été chercher des musiques de films qu'il aime bien et de films connus pour faire quelques petites allusions comme ça à d'autres œuvres et à d'autres films. Je trouve pas que ce soit particulièrement bien fait et il y avait tellement d'autres choses à faire que c'était peut-être pas nécessaire de bosser là-dessus, mais bon. Bon, et puis du coup, pour finir sur ce qui fait que c'est toujours un film de Xavier Dolan et qu'on le retrouve, il y a évidemment beaucoup de scènes avec des regards caméra, beaucoup de plans avec des regards caméra, et beaucoup de scènes qui sont beaucoup portées par la musique, et où la musique prend le pas sur tout le reste de la narration, y compris visuel, et la scène s'envole, et tu as juste de la musique, et tu suis ce qui se passe, etc. Voilà, ça reste du Xavier Dolan, hein, tout de même. Donc pour finir, je trouve que ce film se perd, il est surchargé, et donc naturellement, il se perd, qu'il fait les mauvais choix, donc quoi garder sur ce montage final, que heureusement que les personnages ont des voix off, font des narrations régulièrement, parce que sinon, vraiment, j'aurais du mal à rentrer dans leur tête et à vivre ce qu'ils vivent dans leur vie. Il y a des trucs qui sont vachement intéressants, hein. Il dit quand on vit ce genre de vie, toute personne devient un danger, l'attention que tu réclamais devient une inquisition à laquelle tu ne peux échapper. Voilà, sur ce rapport par rapport à l'histoire et par rapport à ce qu'il est en train de vivre, à son trouble, etc. Là, pour le coup, c'est enfin exprimé à peu près clairement. S'il n'y avait pas ce genre de choses, je trouverais vraiment que le film se perd. Et en fait, le truc, c'est que ces choses-là, du coup, sont présentes, mais tellement mélangées et de façon tellement égale avec tout le reste, y compris l'histoire de Rupert, que je comprends plus ce que le film essaye de dire, je trouve qu'il se perd. Donc, c'est une déception en ce qui me concerne sur Xavier Dolan. C'est pas une surprise, hein, il m'avait déjà déçu avec Les Amours imaginaires, que je l'ai en Blu-ray, mais
Je sais même pas si je le regarderai un jour, tellement je déteste ce film, il me sort par les trous de nez. Et c'était un peu annoncé avec effectivement ce problème de production limbo au niveau du montage, etc. Et du personnage de Jessica Chastain qui a été viré, etc. Ça sentait qu'il y avait un truc qui allait pas dans ce film, mais je pensais pas que ce serait à ce point-là. Je trouve que, ouais, c'est pas bon du tout. Et je sais pas si ça va lui permettre de faire grand chose aux États-Unis, parce que je sais pas si ça va parler à grand monde dans le public américain d'aller voir ce genre de film. C'est marrant, hein, je sais pas, peut-être qu'on a trop évolué ces dernières années, j'ai l'impression que ce film est en retard. J'ai l'impression que ce film a 10 ans de retard. Soit dans sa sortie actuelle, soit dans la période qu'il traite à l'intérieur du récit. Si on avait suivi un acteur des années 80, et que le gamin dans les années 90 avait commencé à être connu et à avoir sa vie d'homosexuel, etc., je l'aurais un peu plus senti. Enfin, je l'aurais un peu plus accepté, j'aurais un peu plus trouvé le truc pertinent. Très autobiographique, trop chargé, trop de contenu, trop de messages, trop d'idées, et pas assez abordé. Donc voilà, pour conclure, ma vie avec John F. Donovan va s'arrêter ici. Dommage, Xavier, c'est ça pour le prochain. Il est déjà sur un nouveau film, il était déjà en train d'écrire un nouveau film quand il est en train de finir de monter celui-là. En même temps, tu m'étonnes, 2 ans de montage, j'espère bien que tu es en train d'écrire un nouveau. Mais là, sur celui-là, non, je suis désolé, ce sera sans moi. Je ne cautionne pas ma vie avec John F. Donovan, c'est même pas juste pour une séance auteur, pour passer un bon moment, quoi. Je trouve c'est foireux, c'est bordélique, c'est mal réfléchi. Donc, si vous êtes très fan de Xavier Dolan et que vous avez envie de le voir, allez le voir, mais pour moi, c'est un gadin. Voilà. Prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao!